Hi guys, c'est parti pour l'épisode 7 de la saison 5 de Vikings. Déjà je voulais vous souhaiter une très bonne année 2018, j'ai pas eu l'occasion de le faire encore. J'étais pas mal malade, j'ai eu quelques soucis, donc effectivement j'ai pas fait de vidéo depuis un moment, donc j'ai pas fait la review de l'épisode 6. Néanmoins je vais quand même parler un petit peu de l'épisode 6 dans cette review, mais bon, on va quand même se concentrer sur l'épisode 7 de cette saison 5, et c'est parti. Donc c'est un épisode de mise en bouche que j'ai quand même pas mal aimé. C'est un épisode un petit peu sur la thématique de l'humilité, et on va en entendre parler pendant tout l'épisode. Donc on a cette fameuse relation entre Ivar et Haemond. J'adore ce duo, vraiment je trouve que c'est très sympathique. On a quand même Hvitserk qui est derrière et qui fait un petit peu le « Eh salut, je suis là quand même, tu m'oublies mais je suis là en fait, je suis quand même assez important ». Et même par moments on a l'impression quand même que Hvitserk est un peu jaloux de Haemond. Donc quand même on voit qu'il y a quand même une différence de traitement entre quand il a été capturé par Ivar et maintenant, déjà par le fait de ce qu'il a fait justement quand il a eu à faire son choix par rapport au fait soit qu'il aidait Ivar, soit que de toute façon il allait se faire crucifier. Donc Haemond a prouvé à Ivar qu'il pouvait compter sur lui. Il est très impressionné par cet homme, comme il le dit, il aimerait être comme lui parce que déjà en plus il a pas d'handicap, donc il peut se tenir debout, c'est un valeureux guerrier qui est en plus très intelligent, qui est noble, donc il le respecte énormément, donc on a l'impression qu'il y a quand même un espèce de respect mutuel, et en même temps, comme on le voit un peu plus tard dans l'épisode, Ivar se pose des questions, tout comme nous, on se dit mais bon, ça peut pas être un Athelstan 2 et que finalement après il décide de se prêter au mode de vie des Vikings et peut-être même de remettre en cause sa foi. Vraiment j'en doute, je pense que clairement il y a un respect et tout, mais comme il le dit, c'est vrai que là pour le coup Ivar dit mais tu aimes gagner, tu aimes les batailles et tout ça, enfin tu aimes gagner, et c'est quelque chose qu'avait quand même fait remarquer Æthelwulf en disant qu'effectivement Haemond il était pas du tout humble et qu'au contraire il était plutôt vaniteux, il avait envie de se mettre en avant, il avait envie de gagner, montrer qu'il était fort, qu'il savait des choses, et là très clairement on voit qu'Ivar aussi l'a percé à jour, mais finalement Haemond il s'en cache plus, parce que finalement il a réussi à faire ce qu'il voulait. Déjà on voit quand même qu'il dit oui je ne crains pas la mort, mais il fait quand même tout pour survivre. Il pourrait très bien se dire oui mais je n'ai pas envie de vivre parmi les païens, j'ai pas envie que mon âme soit souillée ou quoi que ce soit, donc je préfère mourir. C'est un choix qui semblait logique, et au final oui mais c'est un homme de Dieu, et en même temps il a quand même ses propres ambitions personnelles, c'est-à-dire que peut-être que ses ambitions personnelles surpassent sa foi, et je trouve que du coup ça fait toute la contradiction du personnage. Donc finalement un personnage qui est vaniteux, qui en plus, bon, quand il se fait totalement acclamer par la foule de Vikings dans l'épisode 6, il est choqué, mais je pense qu'au fond de lui quand même il aime ça, il y prend goût, et justement c'est par la suite, je pense que c'est pour ça qu'il va ensuite aider Ivar, parce qu'il se dit oui quand même, mais finalement je peux avoir de la gloire et tout. J'ai bien aimé aussi l'argument d'Ivar en disant oui mais tu vas pouvoir tuer plus de païens. Finalement c'est un argument qui était pas si mal, mais quand même il va travailler avec les païens, donc c'est assez compliqué de pouvoir se dire est-ce qu'il va trahir Ivar ou pas. Je pense que oui. En tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est non seulement le fait qu'ils parlent de stratégie tous les deux, en disant oui mais toi tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, on se dit mais pourquoi il le conseille au final? Il n'a pas d'intérêt à aider un côté plus que l'autre, parce que de toute façon ce sont des païens, donc s'il aide des païens, ça revient un petit peu au même s'il tue des païens derrière. Mais du coup j'aime ça vraiment, le truc de se dire oui mais tu devrais faire ça, comme ci, comme ça, puis Ivar est quand même super intéressé. Et en plus on a un plan justement, on a l'impression que c'est une espèce d'échiquier, en fait ça s'appelle un tablut, ou un tablout, je sais pas trop comment on le dit, en fait c'est un jeu de l'époque qui était utilisé essentiellement par les Samis. Les Samis c'est un peuple qu'on voit justement un petit peu plus tard dans l'épisode, et j'en reparlerai justement tout à l'heure. Ça ressemble un peu à l'échec, et en même temps c'est un mode de jeu qui est totalement différent. On retrouve l'échec parce qu'en fait il y a plusieurs personnages différents, et donc ils ont plusieurs façons de se déplacer, ils ont plus ou moins fort, etc. Mais il s'agit quand même d'un mode de jeu très différent, puisque là il s'agit d'encercler le roi pour le capturer, ou de le faire fuir vers l'un des quatre coins du plateau de jeu. Néanmoins il y a quand même l'un des deux joueurs qui va avoir le double de pièces de son adversaire, donc du coup c'est très déséquilibré. En même temps c'est pas du tout le mode de stratégie qu'on utilise dans l'échec, donc de toute façon c'est totalement différent. En tout cas je vous ai mis un lien en description de cette vidéo si vous voulez un petit peu apprendre les règles de ce jeu et tout ça. Ce que j'aime beaucoup dans les échanges entre Haemond et Ivar, c'est le fait que Haemond apprend beaucoup de choses d'Ivar, Ivar apprend beaucoup de choses d'Haemond. Alors Ivar ça va plus être au niveau de la religion, parce que j'ai l'impression que personnellement on n'apprend pas grand chose sur Haemond à part sa personnalité. Je veux dire on sait pas de qui il est né, on sait pas d'où il a vécu, enfin plus ou moins, mais très vite fait, on sait rien vraiment de très personnel. Par contre, c'est vrai qu'Ivar en apprend beaucoup sur la foi chrétienne, etc. Donc ça c'est intéressant, ça fait un petit peu comme Athelstan, donc je pense qu'on n'appuie pas non plus à fond, parce qu'on se dit oui mais bon Athelstan on a déjà vu tout ça, et effectivement ce sera jamais comme c'était avec Ragnar. Donc du coup, on a quand même Haemond qui essaye de comprendre la foi d'Ivar, enfin c'est même pas qu'il essaie de comprendre, c'est au moment où Ivar est en train de dire oui mais bon comment ça se fait que la Vierge Marie elle est vierge si elle a un enfant, enfin ça a pas de sens, et Haemond qui dit oui mais vous, enfin voilà il y a des trucs qui ont pas de sens non plus. Et ce qui est intéressant, c'est que là, clairement, ils sont en train de rationaliser la foi, en fait, ce qui est totalement contradictoire, parce que c'est
clairement un discours qu'on entend souvent pour toutes les personnes qui sont athées, c'est-à-dire de se dire ouais mais ça c'est pas rationnel, ça c'est pas rationnel en fait. Et c'est pour ça qu'il y en a un qui va dire ouais mais bon si ça c'est pas possible dans ma religion, pourquoi toi dans ta religion ça c'est possible en fait, c'est pas plus normal, c'est pas plus rationnel, c'est pas plus... voilà, enfin il y a pas de raison particulière, c'est juste que t'as la foi et donc pour toi c'est normal. Donc il y a une comparaison dans le côté totalement irrationnel et paranormal, entre guillemets, on va dire ça un peu fantaisiste de la foi. Là où j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a quand même un débat qui est juste éternel, c'est-à-dire qu'en fait, même des siècles et des siècles après, c'est toujours la même question. Est-ce que l'homme a un destin, ou est-ce qu'en fait, il est destiné, enfin, est-ce qu'il est libre et donc a un libre arbitre, ou est-ce qu'au final, effectivement, le libre arbitre serait pas juste une espèce de supercherie, en fait, n'existerait pas, et ce serait seulement le destin, on nous fait croire qu'en fait, on est libre de faire ce qu'on veut, mais au final, on a un destin. Mais ça, c'est une question qui existe toujours de nos jours, donc je trouve que c'est assez intéressant d'en reparler, et c'est effectivement une réponse auquel on peut pas avoir de réponse, personne n'est dans le vrai, personne n'est dans le faux. Je trouve ça cool d'avoir quelque chose qui sera jamais résolu, qu'un débat ouvert, et puis même moi derrière mon écran je me dis ouais mais c'est pas si bête. Et le fait que Witzerk revienne dessus en disant, en faisant comprendre quand même à Ivar, quelque part de ce que j'ai compris, est-ce que je suis venu avec toi voilà parce que c'était le destin, ou est-ce que c'est par choix? J'ai l'impression qu'il voulait dire en gros je pense pas avoir eu le choix, je me suis dit que c'était vraiment ce que voulaient les dieux, et donc je l'ai fait, pas parce que j'en avais envie, parce que je t'aime plus que Ube, ou parce que je ne sais pas. Donc Haemon finit par accepter le fait qu'ils doivent se battre aux côtés d'Ivar, enfin c'est ce qu'il dit que de toute façon c'est Dieu qui l'a amené jusqu'ici, qu'il a prévu pour lui quelque chose qui le dépasse, peut-être même le mettre à l'épreuve pour lui faire comprendre des choses différentes et peut-être le rendre plus tolérant, je ne sais pas. En tout cas je trouve que c'est une question qui est assez récurrente, puisque quand Alfred se rend dans le monastère où était Athelstan, c'est à peu près la même chose, puisque le prêtre est en train de lui dire oui mais bon Athelstan c'était un apostat, c'était ceci, c'était cela, il s'est fait corrompre son cœur par les païens, du coup il est devenu aussi un païen, il a abandonné la foi chrétienne et tout ça. Et Alfred à chaque fois va essayer de lui trouver des excuses en disant oui mais finalement c'est peut-être Dieu qui a décidé qu'il devait faire ça, justement il a mis à l'épreuve sa foi, et au final à la fin on sait très bien qu'Athelstan est revenu vers la religion chrétienne et tout ça, donc vraiment il y a un parallèle entre ça, vraiment je trouve que, depuis le début je trouve qu'il y a un parallèle, à partir du moment où Haemon a été capturé par Ivar, c'était clairement pour moi un parallèle à Athelstan avec Ragnar, mais là pour le coup les deux dialogues sont à peu près similaires, Haemon qui dit qu'il a été mis à l'épreuve par Dieu et Alfred qui dit que Dieu a mis à l'épreuve Athelstan. Et il y a autre chose aussi d'intéressant, c'est concernant l'humilité, donc comme je disais tout à l'heure, Haemon qui finalement est quand même quelqu'un de très vaniteux qui finit par l'accepter, je pense que c'est encore un des trucs qu'il va ajouter à sa liste de péchés pour après aller se flageller derrière sans problème. Alfred le dit lui-même, il ne veut pas être humble comme son père, je pense qu'il sait très bien qu'il doit faire de grandes choses par la suite, ou du moins il le sent, en tout cas il dit qu'il veut prier avec son père, et ça donne quand même une scène qui m'a donné des frissons. J'étais clairement pas prête, même si effectivement il dit qu'il va aller au monastère et tout, mais à aucun moment je me suis dit qu'on allait entendre la voix d'Athelstan et tout. Et ce qui est assez dingue, c'est que je trouve dans Vikings, c'est vraiment une des seules séries où on reparle des personnages qui ont disparu depuis très longtemps. Là, ça commence à faire un sacré bail qu'il n'y a plus Athelstan. Enfin, même voilà, Ragnar, on en parle encore dans cet épisode. Enfin, vraiment, Athelstan, ça m'a surpris à quel point on en parlait tout le temps, et là même on en parle encore. Et pour le coup, ça m'a donné des frissons, les deux voix mélangées et tout, puis avec la musique, c'était juste incroyable, avec Alfred qui dit oui, mon père est avec moi et tout, lui il est surpris. J'ai trouvé ça juste génial. Et on va reparler de l'humilité, puisque lorsque le prêtre raconte à Alfred que les moines peignent les icônes, mais sans signer, parce que de toute façon ils disent que s'ils ont un don c'est grâce à Dieu et tout ça. J'ai beaucoup aimé la réflexion d'Alfred, qui est à la fois très humble, très mature et tout, parce qu'on voit quand même pour son âge c'est quelqu'un de très très mature, très très réfléchi, qui dit oui mais attendez, si vous dites que l'humilité et tout c'est important pour la foi et tout ça, pourquoi en fait vous écrivez vos textes en latin, qui est une langue qui est très très peu parlée et qui est donc parlé que par les élites, donc ça fait quelque chose de très élitiste alors que c'est tout le contraire de l'humilité. Donc en fait tout ce qui pourrait être accessible à des personnes qui justement ont besoin d'être guidées par la foi et qui n'ont pas les moyens justement de pouvoir apprendre cette langue, en fait non, vous sélectionnez vous-même en fait les gens qui ont accès à la foi, à la connaissance, à ce genre de choses. Donc du coup c'est tout le contraire de l'humilité et c'est tout le contraire de ce que souhaite Dieu. Donc c'est une réflexion qui est très logique et très mature de la part d'Alfred, et historiquement c'est réellement grâce à lui que les ouvrages ont été traduits en anglais. Donc on commence à nous montrer l'influence que va avoir Alfred par la suite. Vraiment là c'est vraiment les prémices de ce qui va devenir, vraiment qu'une toute petite partie du roi qui va être par la suite. Et en même temps on nous a quand même montré une séquence dans laquelle Aethelwulf parlait à Aethelred en lui disant qu'il ferait un bon guerrier et un bon roi, donc ce qui nous laisse montrer que de toute façon à un moment donné Aethelred va devenir un roi, et par la suite Alfred de toute façon. Donc Haemon le vaniteux va se battre aux côtés d'Ivar. Ivar lui dit est-ce que tu es cet homme, l'homme
homme noble et tout, qui ne ment jamais, en qui je peux croire et tout. Raymond qui se retourne avec un jeu de rôle, enfin vraiment Jonathan Rhys-Meyers, j'avais l'impression de voir Henri VIII. Il y a plein de scènes comme ça, en fait, le voir, comment dire, plus du tout dans son rôle chiant, où il était toujours en train de médire et de vouloir faire souffrir les Vikings, etc. Ou alors d'être malmené par Ivar. Le fait d'avoir redonné un peu de confiance en lui dans ce personnage, qui est aussi un petit peu fourbe, bah du coup, je trouve que voilà, c'est vraiment, ça donne un personnage qui est super, et du coup, je vois Jonathan Rhys-Meyers, que j'adore, vraiment, avec un rôle vraiment taillé pour lui, pour le coup. J'aime beaucoup ça, et du coup, il y a une confrontation quand même entre les deux, quand il dit oui, je suis cet homme-là, Ivar et tout, enfin... Je trouve que, je sais pas, de la façon dont c'est fait, c'est assez impressionnant, et je me dis ça va être super intimidant de jouer en face de lui. Bjorn est de retour à Kattegat, et je suis contente parce que enfin on le revoit avec Lagertha, enfin on nous rappelle un petit peu des anciens moments qu'on aime bien, voilà, revoir ce duo, ça fait vraiment grandement plaisir. Donc Bjorn qui va dire avant d'arriver à Kattegat que de toute façon il n'aime plus Torvi, donc même Torvi finalement l'avait compris, puisqu'elle a dit s'il n'était pas revenu, c'est que de toute façon il l'aimait plus, puisqu'il aurait très bien pu repasser par Kattegat avant de partir vers la Méditerranée, donc là par contre en un épisode, clairement, on nous a fait bon, bah c'est fini avec Torvi, et puis maintenant il y a une nouvelle nana. C'est typiquement un truc que j'aime pas, c'est quand on clôt un arc scénaristique dans un même épisode et que dans le même épisode, on reprend sur une nouvelle chose dans la suite, là, dans les minutes. Je trouve ça du coup incohérent, c'est un petit peu n'importe quoi. Alors, effectivement, il aime plus Torvi, donc du coup, ça explique que ça y est, il va trouver une autre femme et tout ça. Ça m'a perturbé, c'est le genre de truc que j'aime pas. C'est trop, du coup, il n'y a pas de transition, il n'y a pas le temps de s'adapter à la chose et tout, c'est trop rapide et du coup, on voit que c'est vraiment fait exprès, et ça, c'est vraiment dommage. Donc, on arrive à une nouvelle un nouveau personnage qui s'appelle Snefrid et dont le père est encore une fois un acteur des Tudors, hein, il jouait l'ambassadeur Chapuis. Donc Snefrid fait partie d'un peuple qui s'appelle les Samis. Les Samis sont en fait un peuple nomade qui vivait au nord de la Norvège, de la Suède et de la Finlande, et aussi de la Russie. On les appelle maintenant les Lapons, sauf que c'est quand même un terme péjoratif, parce que selon certaines traductions, ça peut vouloir dire haillon, guenille, bout de chiffon, donc c'est pas super cool comme terme, hein, on va dire très clairement. Et donc effectivement, à un moment donné, donc on a une référence aux rennes et tout ça, et en fait c'est un peuple effectivement qui vivait grâce aux rennes, à l'élevage, à la chasse. Donc il y a toute une culture autour de ça. Donc c'était aussi de gros artisans qui effectivement vivaient dans des sortes de tipis en peau de bête, hein, ça c'est encore une fois correct. Néanmoins, chose qui me trouble un peu par rapport aux recherches que j'ai faites, c'est que par exemple le mariage, c'est pas exactement comme là ça a l'air d'être aussi simple. On a Bjorn qui va demander justement la main de Snefrid à son père, sa fille qui dit oui, bah, c'est elle qui décide, sauf qu'apparemment bah, le mariage c'était pas aussi simple, puisqu'il fallait soit être de la même classe sociale. Si c'était une famille qui faisait dans l'élevage de rennes, et ben il fallait quand même quelqu'un, un homme qui sache justement gérer tout ça, qui connaisse les rennes, qui sache faire un élevage, qui sache chasser, etc. Donc c'était super important. Donc effectivement, ils avaient tendance à ne pas se marier avec d'autres peuples et tout ça. C'était que des peuples qui de toute façon savaient élever les rennes et s'y connaissaient là-dedans. Donc c'est là où effectivement Bjorn n'a pas du tout de connaissances là-dedans et en plus est toujours parti tous les 4 matins. Ça me paraît un petit peu bizarre, sachant que bon, il va toujours piller à droite à gauche. Alors effectivement, comme il dit, je peux apporter plus de choses que j'en ai. Bah ça c'est vrai parce que de toute façon il va piller autre. Donc je pense que c'est peut-être la contrepartie qui ferait que. Donc c'est pour ça il dit oui, tu sais pas quelle valeur elle a. Enfin, je veux dire, elle coûte quand même très cher entre guillemets. Ça fait un peu bizarre à dire comme ça, mais en gros c'est ça. Et oui, mais de toute façon c'est vrai qu'il pille un peu partout. Donc au final, il peut ramener tellement de choses, tellement de richesses que le père doit se dire mais oui bon finalement je vais accepter parce que de toute façon je pense que mon avis ce sera rentable, on va dire. Donc on a droit à une scène sadomaso, très clairement. Au début, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, par contre, la traduction française, qu'il faut savoir que moi, je regarde les épisodes une première fois en anglais parce que j'ai envie de les regarder en anglais. La deuxième fois, je les regarde en français pour écrire mes reviews. Et la traduction en français, elle était light, hein. Clairement, vraiment, on est en mode light, super lisse et tout, on n'essayait pas vraiment de traduire de façon vulgaire et tout. Mais ouais, non, c'était assez spécial comme scène. Bon, bah pourquoi pas, hein, Bjorn, je pense qu'il aime les femmes de caractère. C'est sûr que ça change de Torvi. Et pour en revenir à Torvi, je ne sais pas du tout dans quelle direction on va. Donc on sait très bien que c'est la fille de Michael Hurst, hein, puisque c'est Georgia Hurst. Mais c'est vrai que là, pour le coup, elle est plus avec Bjorn, elle est toute seule, on lui redonne un rôle qui est plus trop intéressant. Déjà, à Torvi de base, j'étais pas trop fan, parce que je la trouvais un petit peu chiante et tout, je voyais pas trop intérêt. Et c'est après, quand j'ai compris que c'était la fille de Michael Hurst, j'ai fait ah ouais, d'accord, c'est ça l'intérêt du personnage. Je trouvais que Helga était beaucoup plus intéressante que Torvi, sauf qu'à un moment donné, on avait fait une Torvi qui était un peu guerrière et tout, puisqu'elle était l'alliée de Lagertha. Je trouvais ça assez intéressant. Et là, à nouveau, l'impression qu'elle sert pas trop à quoi que ce soit, enfin, sauf peut-être pour créer des conflits avec Margaret, possiblement. Donc, est-ce que Michael Hurst essaierait de sortir sa fille de la série tout en douceur? Pourquoi pas? J'ai l'impression qu'avec Maud Hurst qui jouait Helga, c'était un petit peu la même chose. À un moment donné, un petit peu moins de scénario et tout. Toutes les femmes de la série
série qu'on a pu revu, on a toujours un moment où voilà, elle touchait clairement le fond et ça devenait n'importe quoi, et après elle s'en allait. Bon là pour le coup, Torvi, c'est vrai qu'on a beaucoup d'empathie pour elle parce qu'elle est triste, voilà, c'est un chagrin d'amour, c'est quand même le père de ses enfants, il s'est passé tellement de choses, il lui a sauvé la vie, enfin il s'est passé énormément de choses, elle l'aimait toujours, donc c'est du coup un amour à sens unique et surtout qui ne reviendra jamais, puisqu'en plus elle a en plus l'humilité de se dire bah oui ok tu m'aimes plus et en plus je te laisse aller avec une autre femme, voilà je ne dis rien et tout, je reste humble et je ne vais pas faire de scène de jalousie, voilà enfin c'est la vie, Björn qui en plus va demander en mariage une autre femme, enfin voilà, donc elle est seule, elle demande l'aide de Freya parce que vraiment elle ne veut plus souffrir, elle espère qu'il y a un autre destin pour elle que d'être seule toute sa vie et puis d'être triste, et donc on a cette fameuse scène avec Ube qui ma foi est incompréhensible, j'ai l'impression quand même que Ube finalement l'aime bien, je pense qu'en fait c'est le fait qu'il était de toute façon plus jeune qu'elle, enfin, quelque part justement comme il dit oui tu es quand même sage, je trouve qu'il y a peut-être une espèce de profond respect et même d'admiration pour Torvi qui fait qu'effectivement il pourrait être amoureux d'elle, donc dans ces cas je me dis si jamais il est amoureux de Torvi, Margaret en fait c'est tout le contraire de ce qu'aimerait avoir Ube quoi, en fait parce que Ube clairement c'est un personnage qui est plutôt calme, qui est plutôt pacifique et tout, donc je vois pas aller dans le conflit alors qu'elle est toujours en train de pousser le conflit, elle veut du drame, elle veut justement qu'il y ait des gens qui meurent pour qu'elle puisse monter sur le trône. Ce qui m'a étonné c'est que vraiment elle le cache même pas en fait, c'est là où j'ai trouvé ça un peu chiant aussi, c'est que j'aime pas qu'on m'explique ce que veulent les gens, je sais pas, de la manière dont c'était joué et tout, j'ai pas du tout apprécié, j'ai l'impression qu'on disait au spectateur t'es pas assez intelligent pour comprendre, voilà en fait elle t'explique tout dans le dialogue et j'ai horreur de ça quand on m'explique tout en dialogue, ça c'est juste horrible, j'aime pas du tout. Ce personnage je le déteste en plus, je ne peux plus la voir, vraiment c'est plus possible hein, déjà, enfin ça fait un moment déjà, je l'aimais déjà pas quand elle était pas spécialement méchante, mais là c'est plus possible. Ube qui lui répond c'est vraiment ce que tu veux et tout, que Björn meurt, que Lagertha aussi, comme ça après moi je monte sur le trône. Sauf que dans le petit plan idyllique de Margaret, à aucun moment Ivar ne laisse son frère monter sur le trône même s'il ne se bat pas contre lui en fait, à aucun moment ça arrive. Donc dans tous les cas que Ube suive ce plan ou non, de toute façon ça va capoter, mais on le voit bien à la fin de l'épisode, lorsque tout le monde fait le plan stratégique au niveau de la table. Alors, un truc encore que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on dise oui mais Ivar il va prévoir ça. Ouais mais en fait ce que vous dites, tout le plan que vous êtes en train de faire parce que lui il va faire telle ou telle chose, en fait lui il va faire l'inverse. Donc au final c'est totalement imprévisible, c'est impossible de savoir ce que va faire Ivar et c'est là où on se rend compte que le mec il est quand même super intelligent. Là il n'y a aucune façon d'être sûr que le plan va marcher parce que Ivar est juste imprévisible. Soit il va faire comme on pense qu'il va faire, soit il va faire l'inverse. Dans tous les cas, faut être préparé aux deux. Donc peut-être que ça risque d'affaiblir justement Lagertha et son alliance parce qu'ils vont devoir prévoir trop de stratégies au cas où, ça risque d'être assez embêtant. En tout cas ce sera bien une confrontation entre les fils de Ragnar et ça ne plaît pas du tout à Björn qui comme il le dit à Ube, clairement il va en train de détruire l'héritage de son père, effectivement c'est trahir la mémoire de Ragnar, mais comme il disait, Ivar il veut être encore plus connu que son père, il veut qu'on se souvienne du nom de Ivar, donc il fera tout ce qu'il faut pour. Et si ça doit passer par trahir Harald, il n'y a pas trop le choix. D'ailleurs, Astrid est malade, on n'est pas non plus si bête pour ne pas comprendre que dès le début que Astrid est justement enceinte, puisqu'effectivement, elle s'est fait violer par tout un tas d'hommes. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans l'épisode 6, alors effectivement, on la montre se faire violer par un homme, ok, et encore je trouve que c'est assez soft, heureusement, mais oh combien merci, heureusement qu'on nous a pas montré la scène en entier, quoi, parce que là, j'aurais juste pété un plomb, j'aurais trouvé ça de la violence juste gratuite. Autant c'est le genre de choses qui auraient été faites dans Game of Thrones et il y a plein de trucs où je trouve des fois que ça part un peu trop loin et c'est de la violence gratuite. Là je trouve que le choix qui a été fait était très intelligent, on n'est pas là pour voir des gens se faire violer par 50 000 personnes, déjà il y a du gore et tout, ça suffit, se fait violer une fois, enfin voilà, arrêtez quoi, stop, donc ouais, le choix était intelligent. Enfin déjà psychologiquement déjà, rien qu'au de le savoir c'est déjà assez choquant déjà. Ensuite de savoir qu'elle est tombée enceinte d'un de ces hommes, elle saura jamais qui c'est, parce qu'il n'y a pas de test de paternité à l'époque, clairement, donc c'est pas possible. Et en plus, Harald qui est heureux, limite qui pleure de joie et tout de savoir qu'il va avoir un enfant, il est persuadé qu'il va avoir un enfant d'Astrid, parce qu'en plus il est amoureux d'elle. On voit qu'elle commence à avoir des sentiments pour lui, elle est encore entre les deux, entre Lagertha et lui, parce que lui il la traite très bien, et que finalement elle a appris à apprécier cette personne, donc elle est toujours entre les deux, et finalement elle a pas envie de lui faire du mal. Et en plus le fait qu'ils se disent que c'est son enfant, quelque chose qu'il a toujours rêvé d'avoir, ça c'est encore pire, donc bon, en plus on sait quand même qu'il y avait un petit gamin quand même qui a vu ce qui s'était
s'était passé, qui l'a surveillé et tout, donc on sait pas trop ce qui s'est passé avec ce gamin. Mais moi j'ai une petite théorie, je pense que c'est Ivar qui a payé ce gamin pour savoir des choses, que ce gamin va aller raconter ces petites choses à Ivar. Pourquoi pas Ivar s'en servirait contre Astrid, surtout que lorsque Harald dit à Ivar qu'il va être papa, ça lui fait pas plaisir. Et qui dit enfant dit forcément descendance, donc ça peut poser des problèmes à Ivar. Donc il pourrait utiliser ce qu'il sait comme chantage envers Astrid pour qu'elle s'en aille ou qu'elle tue son enfant d'un moyen ou d'un autre. Lagertha en plus n'a toujours pas oublié Astrid, elle dit qu'elle lui manque, que Ragnar lui manque, donc effectivement elle se sent seule, elle se sent... Pour une fois il y a justement plus de vanité. Encore une fois on est toujours dans cette thématique vanité-humilité. Bah là justement Lagertha n'a plus de vanité, elle est humble, limite elle perd espoir, elle est triste, elle aimerait justement redevenir une paysanne, redevenir humble comme elle est avant, vivre une vie tout simplement simple et ne plus avoir à se prendre la tête, à être paranoïaque, à se demander si telle personne va la trahir, si telle personne va l'attaquer. Mais Björn est là pour lui dire que non, Lagertha c'est une guerrière, que c'est son essence, que c'est elle et que de toute façon elle se battra quoi qu'il arrive, donc il leur donne espoir. En tout cas, on sait que de chaque côté ils ont des renforts, donc effectivement même si Lagertha a les amis, même si Harald a Ivar et les autres, bah, ils ont quand même chacun encore des renforts qui arrivent, donc ça va promettre une bataille assez costaud avec beaucoup de monde. Pendant ce temps-là, nous on a Floki qui est en Islande, qui est avec son petit peuple et tout ça, sauf que ça ne se passe pas aussi bien qu'il le pensait. Il les prévient d'ailleurs dès le début, et mais de toute façon vous allez devoir en baver clairement et vous allez finir par détester cet endroit, vous allez finir par me détester, c'est ce qui se passe clairement au bout d'un moment, puisqu'on est en train de se dire oui mais elle est où la terre avec les arcs-en-ciel, le miel qui coule des arbres ou je sais plus quoi, enfin un délire comme ça. La maison qu'Odin t'a faite avec justement une porte en or et tout ça, où est-ce que c'est ça? Enfin, il s'imaginait vraiment la terre des dieux, sauf que voilà, il se retrouve avec des sources d'eau chaude, enfin des geysers et tout ça, ce qui en plus donne une vision un peu d'enfer, comme le dit la mère d'Eyud. Clairement c'est juste une vision d'horreur, donc il s'imagine pas vivre et tout ça. Et puis on a Eyud qui est l'espoir et tout, la petite Candide qui se dit oui mais j'ai la foi, donc du coup c'est magnifique, on va pouvoir faire ceci, cela, voilà, elle voit le verre à moitié plein, ce qui aide beaucoup Floki. Et on a à côté Evins qui lui est le sceptique qui risque de mettre beaucoup le bazar et qui en plus va égratigner Floki à la fin. En tout cas ce que je trouve intéressant c'est que on remet toujours sur le tapis, tout comme Lagertha le disait. Elle disait oui mais Floki je le connais depuis longtemps et c'est quand même quelqu'un de fourbe. Et effectivement dans Floki il y a quand même Loki, donc bon Loki hein, quand même connu pour être fourbe, hein, quand même c'est voilà, de base hein, quand même il est connu pour ça. Donc effectivement je trouve que c'est là où justement une partie de son nom est quand même super intéressante et revient souvent. C'est vrai qu'on sait jamais sur quel pied danser avec Floki. Est-ce que finalement quand Floki est en train de faire comprendre que s'ils sont là c'est pour bâtir un nouveau monde, qu'en fait ils vont faire une communauté, limite c'est le paradis puisqu'ils vont tous être égaux, ils vont tous contribuer à la société, tous ceux qui seront malades vont être pris en charge par les autres, donc c'est vraiment un effort commun, tout le monde va être vraiment au même niveau, donc il n'y aura jamais de problème, il n'y aura pas de violence. Mais ce que dit Evin c'est bah oui mais Floki en fait c'est toi tu veux du pouvoir, tu nous as emmenés ici sur une nouvelle terre et tout pour être un roi en fait tout simplement, parce qu'en plus il parle de législateur et tout ça, donc c'est à dire forcément quelqu'un en plus qui décide en fonction des cas qui est légitime, qui a raison, qui a pas raison, donc forcément quelqu'un qui est supérieur aux autres, dans tous les cas ça peut pas, il n'y a pas d'égalité, il y a forcément quelqu'un qui sera au-dessus pour légiférer, et dans ces cas-là, ce qui se dit c'est que ça ne peut être que Floki, donc s'il légifère, c'est qu'il est au-dessus des autres, et donc peut-être potentiellement il gouverne, et donc potentiellement ce serait un roi. C'est ce que je pense au début, je me suis dit au final, il a peut-être un but qui est beaucoup plus égoïste que ce qui se dit, c'est-à-dire qu'il emmène un peuple pour aller cultiver une nouvelle terre, sans aucune personne qui croit à des faux dieux ou quoi que ce soit, mais en tout cas il aurait son petit peuple à lui, il en ferait ce qu'il veut, et effectivement à force de côtoyer des personnes qui vont avoir du pouvoir comme Ragnar, comme Lagertha, comme Rollo, peut-être que finalement Floki avait envie de pouvoir lui aussi, et que maintenant que Helga n'est plus là, il a des ambitions à lui, et que c'est peut-être la dernière chose dont il a envie. Et de la manière dont Evin le dit, et de la manière dont Floki le regarde, je pense qu'il a pas tort, et j'ai bien aimé justement qu'il soit percé à jour comme ça, et j'ai hâte de voir comment il va réussir à se défendre, mais je pense que les autres vont le défendre, et dont Ayud je pense justement qui a l'air d'être son plus grand appui. Et en tout cas en plus il y avait une scène qui est quand même assez importante, c'est la scène où il y a un couple qui est dans une des sources d'eau chaude là, justement avec la jeune femme qui dit qu'elle est enceinte. Je trouve que du coup justement ils peuvent dire que c'est un miracle, peut-être je sais pas elle arrivait pas à avoir d'enfant avant et justement elle arrive sur cette terre et elle peut avoir un enfant, enfin je vois très bien quelque chose comme ça, et qui plus est c'est le premier enfant né sur cette nouvelle terre, donc c'est à dire le début d'une nouvelle population, de nouvelles choses et tout. Puis historiquement de toute façon Floki va passer le reste de son temps en Islande, donc effectivement il va y avoir toute une population qui va croître et tout ça, donc on peut très bien
voir là le début d'une civilisation nouvelle et de plein de choses très intéressantes qui vont arriver. Donc justement, ce que je trouve bien, c'est que on va voir vraiment en partant de rien du tout comment se construit une civilisation, comment ils arrivent à construire des maisons, comment ils arrivent à cultiver sur un terrain qui est pas forcément super propice. Pourquoi Floki les a emmenés à cet endroit-là précis, qu'est-ce qu'il voyait dans sa tête, et au final, est-ce que ce qu'il voyait, ça va vraiment se concrétiser. Donc voilà, je pense que c'est une vidéo assez longue, mais c'est vrai que j'avais plein de choses à dire là-dessus. Je suis désolée si c'était peut-être un petit peu long, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire, peut-être même que j'en ai oublié malheureusement, mais dites-moi en commentaire. En tout cas, un épisode très intéressant, et pour moi, ce que je retiens, c'est vraiment voilà, le moment où Alfred est en train de prier avec la voix d'Athelstan. Je trouve ça juste génial. Et puis les retrouvailles de Björn et Lagertha qui étaient très émouvantes, et Lagertha un petit peu triste et tout, et qui pense à Ragnar. Je trouve ça sympa, voilà, qu'on repense à Ragnar et à Athelstan dans cet épisode, et c'était super cool. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, vos théories pour les prochains, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et puis de toute façon, les reviews de Vikings reprennent régulièrement à partir de la semaine prochaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!